Gazon Mardi, épisode 8, Mademoiselle de Park Chan-wook. Tiptoe through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the children. Bonjour à toutes et à tous, je suis toujours Serge. Et moi je suis encore Norma, et moi, Méglaire et Serge allons vous accompagner sur cet épisode. Alors, donc Mademoiselle de Park Chan-wook, qui est sortie en 2016, qui avait été présentée aussi au Festival de Cannes en 2016. Park Chan-wook, qu'est-ce qu'on fait on commence par... On peut parler un peu de Park Chan-wook, hein, parce que Park Chan-wook, il est un peu connu en France. Oui. Voilà. Il est un peu connu surtout pour Old Boy, hein, et d'une manière plus générale, sa trilogie de la vengeance. Oui, voilà. Correct. Que moi j'aime pas du tout. Moi j'en ai vu qu'un. Alors, dans la trilogie de la vengeance, il y a Sympathy for Mr. Vengeance, il y a Old Boy et Lady Vengeance. J'avais vu Sympathy for Mr. Vengeance que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Il a fait ensuite, je sais pas si on fait on fait un mot. Il a fait ensuite un film qui s'appelle Je suis un cyborg. Il a fait First, Ceci est mon sang, une réécriture de sa vision du vampire que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite Stalker qu'il a fait, alors c'est plutôt son côté hollywoodien avec Nicole Kidman et d'autres. Et du coup, comment tu définirais rapidement son cinéma Alors moi je trouve, alors vu qu'on va parler de Mademoiselle, je trouve un cinéma assez masculin, autour de la vengeance, beaucoup. Il y a toujours l'histoire d'un monstre tapis un peu dans l'ombre. Voilà. En résumé, il est assez, je crois, engagé au niveau politique. Alors, j'ai un petit peu regardé ce que je trouvais sur la vie personnelle de Park Chan-wook, et en fait, j'ai juste vu une ligne qui disait qu'il était au parti de gauche, centre-gauche, et que c'était important. Et c'est la seule et unique information que j'ai trouvée sur sa vie privée. Non, il a aussi fait une fois un film avec son frère qui est artiste vidéo. C'est les seules choses que j'ai trouvées sur lui de manière intime, donc je ne sais rien de ce monsieur. Ok, bah c'est bien, en même temps, c'est l'œuvre qui parle. Donc c'est très bien. Donc, Mademoiselle, résumons. Alors, Mademoiselle, on va faire un résumé sans spoiler quand même, parce que là, sur ce film-là, c'est sensible. Voilà. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est embauchée pour être servante dans une grande maison pour faire un mauvais coup, un coup d'arnaque. Elle a été contactée par le comte, qui en fait est un arnaqueur qu'elle connaît plus ou moins parce qu'il fréquente leur milieu de faussaires, voilà, et qui a besoin d'une jeune femme pour l'aider à conquérir le cœur d'une jeune femme héritière extrêmement riche, et donc en se mettant à son service en tant que servante. Donc cette jeune femme, son nom c'était Suki. Suki, ouais. Suki, ouais. Et la demoiselle, son prénom c'est Hideko. Voilà. J'ai noté tout ça. Oui, bon, c'est vrai qu'on va pas plus dire que ça. C'est un film en 3 parties. La première partie, c'est un point de vue. La deuxième partie, c'est un autre point de vue. Et la troisième partie, bah, c'est la conclusion. Voilà. La conclusion. Alors, pourquoi est-ce qu'on est si mystérieuse sur ce film ? Bon, déjà, il y a une autre information qu'on peut vous dire, c'est que la mademoiselle à la servante, elle nique. Sinon, on ne parlerait pas de ce film ici. Voilà. Donc, soyez rassurés, il y aura de la fesse. Ensuite, il faut aussi savoir que c'est une adaptation d'un bouquin que vous avez peut-être lu, enfin moi je l'avais lu il y a moult temps, c'est Fingersmith du bout des doigts de Sarah Waters. Moi je l'avais lu il y a 8 ans, donc c'est un petit peu vague et lointain dans ma mémoire. Je me rappelle juste que j'avais passé un très bon moment sur de la littérature de plage plus. ok. On va dire, voilà. C'est un petit peu... Comment dire, je sais qu'on est plusieurs dans mon cas à adorer des histoires lesbiennes dans l'époque victorienne en costume et avec un petit peu de machiavélisme, de complot et de retournement de situation. Un espèce de mélange entre le thriller, le polar, la romance et le film d'époque.
moi, j'ai un peu honte, mais c'est complètement mon péché mignon. Et Sarah Waters, elle fait le taf pour ça. Donc, adaptation... Donc il a transposé ça, Park Chan-wook a transposé ça, mais évidemment c'est plus sous l'ère victorienne. Il a transposé ça je crois que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Juste avant, dans les années 30. Ah ok, dans les années 30. Et donc voilà, il fait sa version. Alors, vu comment tu traduis le roman, moi je trouve que c'est à peu près, je trouve bien senti. Il y a de l'érotisme, l'érotisme en plus et le côté domination en plus, domination, soumission, jeu érotico entre le maître de maison et la fille Hideko. Ouais, alors la fille Hideko, et ça on peut le dire sans spoiler, est élevée par son oncle, qui est un Coréen qui s'est fait naturaliser japonais. Alors on est dans les années 30 en Corée, c'est-à-dire que c'est une époque où le Japon a colonisé la péninsule coréenne, et il essaye de faire comme l'Angleterre dans ses colonies d'Afrique, d'Asie ou quoi que ce soit, et de devenir lui-même une puissance coloniale. Donc il y a une oppression qui est réelle et forte sur le peuple coréen, qui en plus est basée sur des théories racialistes. Parce que c'était pas juste par hasard que le Japon s'était allié à l'Allemagne nazie, c'est parce qu'il y avait une certaine communauté de pensée sur certains points. Et donc, on est dans une Corée où les Coréens sont considérés comme une race inférieure par le colon civilisateur japonais. Une extrême violence dans les rapports là-bas, qui est sous-jacent dans le film. Et l'oncle de cette dame, en fait, décide d'être plus japonais que japonais. Et de renier complètement sa coréanité en se faisant passer aux yeux de tous comme étant japonais et en investissant la littérature et en devenant donc un esthète, un amoureux des livres rares, pour aussi ancrer son statut social supérieur. Voilà. Il fait régulièrement donc des réceptions avec d'autres bibliophiles, tous japonais, et donc sa nièce est la fille de sa seconde épouse, qui est japonaise, et donc sa nièce est japonaise. Mais a toujours grandi en Corée et parle principalement coréen. Ouais. C'est là où je reviens avec toi qui a lu le livre d'origine, et alors c'est marrant parce que tu disais que tu t'aimes ce genre d'histoire, où ça émoustille un petit peu, et moi je trouve que le film émoustille aussi. Parce que la première rencontre qui se passe uniquement dans le regard, alors la première rencontre entre la servante et la mademoiselle, c'est du regard. Elle la trouve magnifique, très belle, elle est vraiment elle est scotchée, quoi. Elle est scotchée sur place par la beauté de sa demoiselle. Et ensuite, après, c'est tout un jeu de regard, parce que c'est un coup de foudre immédiat. Ouais. De regard et de mise en scène, justement, l'attirance. Ouais. Et c'est vrai que ça émoustille pas mal. Moi, je trouve que la scène dans le bain, de la toilette, est quand même très... parce qu'il y a du pur gros érotisme qui fonctionne pas mal quand même. C'est hyper donc bien. C'est hyper bien fait. C'est hyper bien fait. Les regards, le toucher, la peau, le regard, c'est vraiment très bien foutu dans ce film. Donc demoiselle, vous allez, je pense, un peu mouiller dans la culotte en regardant le film. Il y a moyen. Alors, il y a quand même, et là je pense qu'on peut spoiler là-dessus, il y a un truc où je me suis dit, oh non, c'était bien parti, et soudain c'est un homme hétérosexuel derrière l'écran. C'est quand elles ont une première nuit d'amour, assez tardivement, et soudain, mais elles te font tout le Kama Sutra, à gros coups de ciseaux, de trucs mais improbables, et t'es là et tu dis mais non, mais... Oui, c'est vrai. Mais non, mais pourquoi les ciseaux, pourquoi? Oui, bon, c'est clair qu'on sent que c'est vrai qu'il y a un mec derrière la caméra, mais... C'est le seul bémol que je Ouais. Moi, je l'ai regardé, alors je l'avais vu à l'époque au cinéma, et là je l'ai revu pour chroniquer... pour aujourd'hui, quoi. Et je trouve que c'était le même plaisir. Justement, sans spoiler, c'est le même plaisir, et scénaristiquement, parce que niveau scénario, c'est très très bien foutu. Ouais.
Et niveau de la réalisation, c'est très bien filmé. Hein. Park Chan-wook, on sent qu'il s'est cadré. Ouais, alors c'est vrai que j'avais eu du mal sur Park Chan-wook quand j'avais vu le début d'Old Boy. Et je crois en fait que c'est son côté violence pure, dure à la coréenne moderne là, qui chez moi passe très mal. Mais dans une violence qui est plus psychologique, par contre, je dois reconnaître que je me suis laissée emporter par sa mise en scène, qui est maîtrisée, qui est et pourtant qui est parfois un petit peu démonstrative limite du processus de mise en scène qu'il met, mais ça passe toujours bien, c'est bien dosé. Ouais. C'est un grand metteur en scène. Je peux pas, Oui. voilà. Ouais. Et moi, voilà, j'ai le même plaisir, et aussi au niveau des acteurs, actrices. Les actrices sont quand même assez impeccables. Elles sont top. Ouais, elles sont top. Vous aurez de tout, hein. La petite jeune, qui a un peu moins d'expérience. Et alors, l'actrice, c'est une toute jeune actrice qui est essentiellement mannequin, qui a fait 2-3 films, qui est très très bien, qui est vraiment très bien dedans. On parle Kim de Tae-ri. Oui. Ouais, elle est Oui, super. ouais. Et puis l'autre, Hideko, la demoiselle, qui s'appelle Interprétée Kim par- Min-hee, Ouais. qui est plus, qui a plus de bouteilles, qui a joué dans pas mal de films coréens. Que tu as tous vus. Non, je les ai pas tous vus. Je fais genre, je sais prononcer les noms, mais non, je les ai pas vus. Qui est surtout connu pour d'autres films, un gars qui s'appelle Hang So-soo. Bref, qui a fait plein d'autres films. Mais Hang franchement... So-soo, c'est Mother, c'est ça ou je confonds? Ah, je sais pas du tout. Ah d'accord, ok. Qui a fait le jour d'après, alors moi je fais plus... Ok. le jour d'après, qui avait la Palme d'Or, je crois qu'à l'année dernière. Et voilà, qui a un film... Mais non, l'année dernière, c'était... Il y a 2 ans, D'accord, ok. Oui, J'ai rien dit. il y a 2 ans. Et ça fonctionne vraiment bien toutes les deux. Ouais. En tout cas, un les film sont assez impeccable, hein, je trouve, à tout point de vue. Ah ouais. Alors, je tiens à dire qu'il y a une grosse originalité dans le film. C'est la première fois de ma vie que je vois un plan subjectif du vagin. C'est-à-dire que oui. c'est filmé Ouais. depuis le vagin. Ouais, exact. Ouais. Je ne sais pas comment ils ont fait. Peut-être qu'ils ont inventé une caméra intravaginale. intravaginale. Je ne pense pas, Serge. Je pense simplement qu'elle a fait comme si la caméra était un vagin, mais qu'il n'y a pas eu de vagin dans l'histoire. Mais C'est vrai. Ok, le vagin joue très bien. ouais. C'est sympa d'avoir son point de vue. Ouais, c'est vrai. Il avait l'air content d'être là. Non, mais ouais, oui, c'est vrai. Et pour parler des acteurs, encore par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. L'oncle. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ils ont pris Jo Jin-wong, qui avait 39 ans au moment du film, pour lui faire jouer le rôle d'un oncle d'une 60aine d'années, en lui faisant un maquillage de vieux, mais qui est pas crédible pour un sou, juste, alors qu'il y a juste un flashback de 2 minutes où on doit le voir jeune, et par contre, on le voit tout le reste du film avec cet affreux maquillage de vieille personne, qui sonne faux à chaque... Oh, c'est affreux. C'est vrai qu'on sent les grosses postiches. Hein. Ah ouais. Ah, je sais pas, peut-être que pour ridiculiser peut-être le personnage, parce que il est pas très sympa dans le film, il est pas gentil du tout. Oui. Alors c'est peut-être pour ridiculiser le personnage, mais c'est vrai que la postiche, les postiches sont ultra visibles, quoi. C'est peut-être l'humour de par... Ah oui, parce que c'est vrai qu'on a lu 2-3 petites choses comme quoi il y avait de l'humour. de l'humour dans le film. Alors c'est pas la grosse rigolade, hein, dans le film. Hein. Non, je pense que l'humour est contenu dans, par exemple, le fait d'avoir un plan du point de vue du vagin, ou d'avoir un acteur à postiche. Oui, ouais. Ouais, moi, c'était pour moi vraiment le truc qui me bloquait à chaque scène de ce personnage. C'était pas... Ça marchait pas, quoi, c'est... Ouais. Sont courtes, hein, pour une fois. Mais mes notes sont courtes, effectivement. En même temps, je me suis dit qu'on allait laisser se porter par l'élan de la reprise. Ah, là, t'es motivée, C'est ça. ça. Tu parles, j'ai juste eu la flemme de faire plus de notes. Maintenant, on peut parler un petit peu de l'adaptation de Sarah Waters, parce que c'est quand même une adaptation. C'est pas la première fois qu'on parle d'un film ici qui est une adaptation. Et de mes souvenirs lointains du livre, que j'ai donc pris beaucoup de plaisir à lire il y a 8 ans, c'est plutôt fidèle. Et c'est un bon travail d'adaptation.
Parce que dans Sarah Waters, il y a quelque chose que je trouve très très chouette, et elle l'a toujours dit ainsi, c'est que l'homosexualité de ces personnages n'est pas le thème central, ça fait juste partie de l'histoire, parce que la sienne fait juste partie de sa vie. Et donc, elle fait des histoires normales, enfin des histoires qui auraient pu, dans la littérature classique, être attribuées à des personnages hétéros, mais avec des personnages homo. Je vais sans dire que ça, je trouve ça super chouette dans des bouquins, parce que ça sort un petit peu justement des logiques de coming out, des logiques de bidule, enfin bref, de chemin de l'interprétation qui sont nécessaires aussi comme film, mais on peut pas avoir que ça. Et je trouve que ça c'est aussi assez bien rendu dans le film. Ouais. Voilà. La relation entre les personnages féminins va de soi. Ouais. Dans le sens où l'attirance se voit, se sent, Ouais. elle n'est jamais questionnée en tant que « oh mon dieu, une femelle », c'est juste que c'est là en fait, ça existe. Et c'est cool. Ouais. Voilà. C'est cool. Donc déjà, en ça, il n'y a pas eu de trahison de l'auteur. Ensuite, Sarah Waters, c'est avant tout une auteure de thriller et qui travaille beaucoup sur le suspense, et qui en même temps se documente énormément sur l'histoire et qui aime ancrer dans des contextes socio-historiques. C'est-à-dire que quand elle t'écrit un bouquin dans les années victoriennes, elle va te mettre à la fois la bourgeoisie et le petit peuple, et avec un intérêt, contrairement à Downton Abbey où ils sont censés mettre les deux, mais en fait c'est surtout les bourgeois qui intéressent, contrairement à Downton Abbey, elle va vraiment s'intéresser au petit peuple derrière, et se documenter à ce sujet. Là, on sent que Park Chan-wook a pris du plaisir aussi à utiliser le prétexte de ce film pour interroger les rapports coréens-japonais à cette période historique. Et ça, je trouve ça hyper cool, parce que même s'il a transposé dans quelque chose qui lui parlait plus, qu'il connaissait plus, dont il avait envie de parler tout simplement, c'est fidèle à l'esprit, en fait, du bouquin sur ça. C'est fidèle à cette volonté d'explorer justement, le contexte social d'une époque, quoi. Ouais. Elle écrit encore, hein, Sarah Waters? Elle écrit beaucoup de choses. Alors, Sarah Waters, elle est née en 66. Elle a commencé à se faire connaître fin des années 90, début 2000, avec Tipping the Velvet, Caresser le velours, son premier, dans lequel, et ça je le sais par une petite informatrice qui écoute le podcast et est en train de le lire. Tu as des informatrices. Une informatrice, ouais, qui nous dit que dans Caresser le velours, on retrouve l'expression éplucheuse de lentilles. Ah, ok, oh là là, Voilà. d'accord. Tout se rejoint. Ok. Tout se rejoint. Et oui, non, Sarah Waters s'écrit encore. Le dernier que je connaissais, je crois que ça doit être de 2006 ou 2009, je sais plus. Mais après, j'ai un petit peu arrêté de me tenir informée de ce qu'elle faisait. Après, tu as grandi. Voilà. Donc Non. là-dessus, j'ai Non, un mais petit même, peu... mais même si c'est le même plaisir, c'est vrai que c'est des plaisirs coupables. C'est ça. Ah bah oui. Puis bon, ils font chacun dans les 800 pages, donc on a le temps d'avoir Oui. ce petit plaisir coupable. Oui. Au bout de 2-3 tomes, c'est bon, on va pas non plus revenir à chaque fois. Ouais. J'ai pas assez de vacances pour faire ça, quoi. Moi, j'étais intriguée par le titre. Alors, je ne parle pas coréen, donc je ne pourrais pas vous dire le titre Je suis déçue. coréen. Ouais. Je vais essayer d'apprendre pour la fois prochaine. Et alors, le titre anglais, c'est The Handmaiden, Ouais. qui veut dire la servante. Ouais. Et en français, c'est Mademoiselle. Alors, oui, la servante, ça existe déjà. Puis c'est assez connoté, ce titre est assez connoté. Mhm. Alors je trouvais ça marrant qu'ils traduisent le titre français en Mademoiselle. Parce que bien évidemment, ce sont des personnages différents. Ouais. Et donc... Et ils ont changé le focus, en fait, quoi. Bah oui, ils ont changé de focus. Ouais. Et donc, mais en même temps, si tu appelles ton film La Servante, il y a un côté tout de suite, pour moi, tout de suite, pof, un peu BDSM, pouf, qui me vient en tête. Oui. Donc, Mademoiselle, c'est autre chose. Et je trouve que c'est plus intriguant ce titre-là. Aussi très BDSM. Oui. C'est... mais un BDSM très, très poli. c'est un BDSM Très, un peu on plus n'ose poli, pas c'est toucher. Ce qui est paradoxal pour une adaptation d'un livre qui s'appelait Du bout des doigts. Oui, Là oui. où on osait vachement toucher, justement. C'est ça. Ouais, je sais pas, ils auraient pu l'appeler Du bout de la langue ou un truc. Peut-être trop explicite pour Cannes. Oui. Mais Mademoiselle, Ouais. ça titille quand même. Et c'est vrai que ça change le point de vue. Comme finalement le scénario, il y a 2 changements de point de vue.
dans le film. Ouais. Et, donc voilà. Mais bref, voilà, moi ça m'intriguait beaucoup le titre. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi les titres? Pourquoi? Ah, pourquoi? Voilà. Oui, oui, oui. Pourquoi le monde? Pourquoi tout? Et non, mais c'est vrai qu'il y a des traductions de titres qui sont complètement cons. Mais, non, mais celui-là se tient au final. Ça se tient. C'est vrai que je suis pas sûre que La Servante aurait été un titre français rendant justice au film. Ouais, ouais. Voilà. Il y aurait eu peut-être moins de personnes pour aller voir La Servante. Mademoiselle, je trouve que c'est un peu plus intriguant finalement. Il y a un côté, j'espère qu'il y a des gens qui se sont fait piéger. Alors, est-ce qu'on peut raconter, on verra si on coupe ou pas. Ouais. Alors moi, personnellement, je travaille dans un cinéma. Ah. Voilà, mon personnage. Tu te livres. Mon personnage. Et donc à l'époque, Mademoiselle donc est sortie au cinéma et je travaillais et c'était assez marrant parce que on a des clients alors j'ai surtout une cliente qui sortait de la salle et puis qui me posait la question, mais quand même il y a quand même des femmes nues choquées et tout ça. Alors on discutera de la scène de fin peut-être un autre jour, mais bref. Oh oui, la scène de fin. Et donc elle trouvait ça bizarre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Elle joue à la pétanque. Ouais. Pourquoi au moment des boules, pourquoi, qu'est-ce que c'est assez bon bref, c'est une petite anecdote mais je trouvais ça assez marrant et puis je sais pas, j'ai souvenir que je lui ai répondu, je sais pas, renseignez-vous pour savoir ce que c'est, vous trouverez tout sur internet et donc c'est assez marrant et c'est là où je trouve que le film est bien parce que les choses sont montrées. Et les choses sont montrées, sont suggérées, et sont montrées aussi, alors les choses du sexe, hein, si vous avez bien compris, mais la baise. mais c'est beau et c'est intriguant et puis ça fait mouiller, donc je trouve ça assez cool de sa part. En tout cas dans les salles de cinéma, c'est contrairement à La vie d'Adèle. Désolée de reparler de ça, mais on a dit que ce film n'existait pas. J'ai revu la scène de cul il y a pas longtemps, mais contrairement à La vie d'Adèle, où pas une seule fois t'as envie de les rejoindre. Ah non. Non mais... Alors que là, par contre, tu dirais pas non. Tu dirais pas non. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est chouette parce que en même temps, t'as pas l'impression de regarder un film de boule parce que t'as toute l'intrigue derrière, voilà. Et en même temps, un petit peu sans t'en rendre compte contre ton gré, t'es quand même en train de regarder un film de boule qui est assez sympathique. Ouais. Donc c'est tout bénef. Hein, ouais. Donc vous en aurez, les filles, vous en aurez pour votre argent. Sur votre téléchargement illégal qui... Je crois qu'il est encore sur Arte. J'ai capté qu'il y avait il y a un replay Arte +7. Bah oui, mais il est passé lundi dernier sur Arte. Donc c'est ça le +7. Donc nous sommes lundi. Donc nous sommes le +7 là. Ah ouais, parce qu'on a été bien gentils, bien sages, on a quand même suivi l'actualité en rebondissant sur le programme télé. Oui. Voilà, en se disant que ça vous laissera l'occasion de le voir, mais en fait on a été un peu con parce que comme on l'a pas annoncé vraiment à l'avance et que c'est la fin du replay, et en fait tant pis pour vous en fait. C'est ça. Voilà. Ça. Mais en tout cas, si vous arrivez à le choper par n'importe quel moyen, regardez-le. Ouais, c'est pas tous les jours qu'il y a du bon cinéma avec une intrigue lesbienne. Oui. Bon, il s'avère que c'est un petit... Je suis un peu frustrée parce que c'est un peu comme Mulholland Drive, tu vois, c'est plus un film de cinéaste où il s'avère qu'il y a des lesbiennes dedans. Oui. Et du coup, c'est pas un film lesbien dans le sens où c'est pas produit pour, dans le contexte, dans l'habitude et ce genre de choses. Donc c'est légèrement à côté du sujet principal qui est cette production mirifique de films de romance à l'eau de rose déprimant. Oui. Mais franchement, c'est un bon film. Ouais, c'est un bon film. Voilà. On fait un petit peu les annonces pour la suite. Hein. Ah oui. Alors, Gazon Mardi grandit. Gazon Mardi devient adulte. Gazon Mardi va se fixer une nouvelle routine beauté. Voilà. Tu te teases à mort. Grave. Tu te teases à mort. Tout ça pour dire juste qu'on va faire un épisode tous les 15 jours. Ouais. Et que maintenant, on va être plus que sur YouTube, du coup, parce que flemme d'uploader partout. Donc toutes les personnes qui nous suivent sur SoundCloud sont priées de nous rejoindre sur YouTube. Fais ça, allez.
Toujours sur Gazon Mardi. Voilà. On n'a pas changé. Donc, prochain enregistrement, Voilà. bientôt. En tout cas, diffusion dans 15 jours. Alors, on va essayer de faire un petit peu un rythme. Un coup, un truc d'actualité, cinéma ou télé, et un coup, un film de matrimoine. Ouais. Voilà. Et on laisse aussi ouvert le fait que si quelqu'un veut participer, eh ben, nous sommes ouverts à avoir de nouvelles gazons mardinettes, Oui. appelons-les ainsi, sachant que voilà, nous sommes dans l'est de la France. Donc si vous êtes intéressé pour venir faire un petit passage vocal chez nous, en tant que fan ou en tant que podcasteuse ou en tant que quoi que ce soit, vous avez un truc à dire, et contactez-nous sur le Facebook, le Instagram. On a Instagram. Voilà. Et puis voilà, prépare ton pseudo. Il faudra que tu parles pas trop. Viens, mais ferme ta gueule. Non. Non, mais on se limite au niveau temps. Et puis on est surtout là pour se marrer, se faire plaisir et regarder des films, bien ou pas. Voilà, on n'est pas fermé du tout. Bon, et à très vite. À très vite. Salut. Salut.